Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'une des animatrices les plus célèbres du PAF français, la reine du shopping, une femme solaire qui incarne la féminité et donne des conseils pour se sublimer, se valoriser et donc éveiller une véritable confiance en soi. Ancienne mannequin, icône de la mode, elle déjoue pourtant tous les critères de beauté. Madonna dit « On nous autorise à être jolie, sexy, poli. On nous autorise à être une gentille fille, mais surtout à ne pas parler trop fort ou déjouer les codes de beauté. Ce qui semble féminin est d'avoir de longs cheveux, ne pas rire trop fort, mais elle, c'est une coupe courte qu'elle arbore et ce fut le déclic d'un immense succès. S'autoriser à être soi-même, c'est avec Cristina Cordula que nous allons en parler. Cristina Cordula, bonjour. Bonjour Soledad, ça va ma chérie? Très bien, je suis trop heureuse de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi cette année 2023 ? Cette année 2023, c'est une année que je récolte beaucoup de choses dont j'ai rêvé. Ah. Et moi petite, dans ma vie, heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai pu récolter beaucoup de choses que je rêvais. Moi, par exemple, petite, je rêvais déjà d'être mannequin et j'ai réussi. Quel genre d'enfance tu as eu à Rio, justement? Tu as grandi au Brésil? Oui, j'ai grandi au Brésil. Je restais au Brésil jusqu'à l'âge de 21 ans. Et j'ai eu une enfance heureuse. J'avais un petit frère. J'avais plein de copains avec mes parents. Voilà. Tes parents venaient du milieu artistique? Ils faisaient quelque chose? Non, pas du tout. Alors, mon père, il était cadre d'entreprise. Et ma mère, elle était femme au foyer, figure-toi, parce que à l'époque, dans les années 60, les femmes se mariaient et puis après, elles restaient plus à la maison pour s'en occuper des enfants. Mais elle avait fait ses études de sociologie de la santé. Et puis après, quand elle s'est séparée de mon père, parce que mes parents sont divorcés, j'étais très jeune, mais ma mère, elle a repris ses travaux, quoi. Donc, elle était assistante sociale. Et ensuite, après, il y a la vie de ma mère, c'est toute une histoire. Et oui, comme ta maman. Assistante sociale, un très beau métier. Magnifique. Et à l'âge de 16 ans, tu deviens mannequin. Oui, voilà. Donc, moi, je rêvais d'être mannequin. C'était un rêve, alors. C'était ton truc, la mode. Quand j'étais petite, oui, non, mais attends. Moi, j'ai défilé tout le temps à la maison. J'adorais les vêtements. Ma mère m'achetait des vêtements super jolis et tout ça. Et j'ai défilé. Enfin, bref, j'étais vraiment très coquette, petite. Et après, j'ai entamé ma carrière de mannequin. Mais comment t'as fait? T'es allée dans une agence de mannequins? On t'a rencontré dans la rue? Comment ça s'est passé? Les dates, si tu rentres tous ces détails-là, c'est une longue histoire. Alors, ma mère, elle m'a soutenue. Elle m'a soutenue. Pas mon père, mais ma mère, elle m'a soutenue. On a fait des photos comme ça, on envoyait des agences pour faire peut-être quelques pubs comme ça pour me donner un peu de l'argent de poche parce que j'ai étudié, attention, je n'ai jamais arrêté mes études, mais je gagnais un peu de sous comme ça en faisant des petites pubs, mais après à un moment donné, j'ai eu un concours, j'ai gagné un concours, il y a plein de choses dans ma vie qui est arrivée, mais ma mère, elle m'a mis dans une école de mannequin, ça existait ça à l'époque, parce que au Brésil, pour devenir mannequin professionnel, pour avoir la carte de professionnel, il fallait avoir un diplôme, et donc c'est là, il y avait une école de mannequin, et j'ai fait cette école de mannequin où j'ai appris à marcher, j'ai appris à me maquiller, j'ai appris à me coiffer, voilà, et cette femme-là, qui avait l'école, elle-même, elle produisait plusieurs défilés très importants au Brésil. Donc, elle m'a aimée et elle m'a lancée dans plein de défilés. J'aimerais que tu nous racontes comment tu as eu l'idée, l'audace de te couper les cheveux. Parce que moi, j'ai vu des images de toi au Brésil avec des cheveux longs.
Voilà, Que c'est ça. s'est-il passé? Et du coup, moi, quand j'ai fini mes études au Brésil, mon rêve, c'était d'être mannequin. Hein. Et il y a une agence qui est venue faire du scouting, aller chercher des mannequins, et elle m'a proposé de venir en Europe. Et donc, du coup, j'ai dit à mes parents, écoute, là, j'ai mon diplôme, je vais prendre une année sabbatique parce que je vais essayer. Moi, mon rêve, c'était de venir à Paris et de devenir mannequin international et des défilés, et des magazines et tout ça, quoi. Et ça, c'était les années 80. Un désir profond. En 84. Et du coup, je suis partie du Brésil et je ne suis plus jamais rentrée. À 21 ans. Je suis partie du Brésil et j'ai commencé en Espagne. La première année, c'était une année où je me suis dit, il faut que je travaille beaucoup pour gagner de l'argent parce qu'à la fin de l'année, je vais aller à Paris parce que c'était les collections, c'était la Fashion Week à Paris la fin de l'année. Et je me suis dit, je vais aller pour la Fashion Week. Après, si tout se passe bien, je resterai. Mais je sais que c'est très difficile de réussir à Paris. Et du coup, il me faut un peu de l'argent de poche pour pouvoir payer mon loyer. Et j'ai beaucoup travaillé, cheveux longs, hein, en Espagne, au Japon, plein d'endroits. Et puis, avant de venir à Paris, Paris, c'était au mois d'octobre, quoi. Mais avant, c'est à Milan. La collection, c'est toujours aujourd'hui. Hein. Tu as Milan et Paris après. Donc, il y avait Milan. Et j'ai dit, j'ai dit à mon agence, je vais aller à Milan. Et à Milan, c'était une grosse déception parce que l'agence, elle ne m'a pas reçue comme je voulais. Elle m'a pas envoyé chez des clients que je voulais. Elle m'a pas traité de la façon que je voulais être traitée. Et j'ai commencé à être un peu fatiguée psychologiquement parce que c'est très dur. Et tu imagines, à 21 ans, t'as pas Internet, t'as pas parlé avec tes parents, t'es malade toute seule. J'étais toujours dans le cocon familial, quoi. J'ai commencé à avoir un peu du homesick, comme on dit. Et du coup, à Milan, quand j'ai vu qu'ils m'envoyaient pas dans des boulots qui m'intéressaient, au moins pour connaître les stylistes et les magazines qui m'intéressaient, ils m'envoyaient pour des travails qui étaient intéressants, hein, mais c'était pas ce que je voulais. J'ai rentré un tout petit peu dans une déprime, des tristesses, quoi. J'étais très triste et manque de confiance en moi. Je me suis dit, J'allais te demander quel genre de femme tu es, mais tu avais déjà cette assurance, cette détermination. Moi, j'ai toujours été déterminée. Hein. La détermination, tu nais avec. Je suis face à toi, on la sent, l'énergie. Tu es très déterminée. Ah oui, non, mais moi, j'ai toujours persévérer. Mais il y a des moments qu'on se pose des questions. Faiblesse. Je me pose beaucoup de questions. Hein. Ouais. Je suis un éternel repositionnement. Je suis une fille qui pose des questions tous les jours. Ça te fait avancer, mais en même temps, se poser beaucoup de questions, parfois, c'est un peu lourd, quoi. Fatigant. Et là, donc, tu rentrais dans un moment de déprime. Ouais, de tristesse, déprime et tout ça. Mais bon, et je me suis dit, c'est pas vraiment ça. Mon rêve ne peut pas être réalisé. Ils me traitent pas comme je veux et tout ça. Ils m'envoient pas, genre, voir Armani, voir, tu vois, les magazines sympas, tu vois. C'est à Milan. Et je rencontre par hasard un pote à moi qui était mon coiffeur au Brésil et qu'il était là-bas pour faire les shows, les défilés aussi en tant que coiffeur. Et je vais dîner avec lui et puis je dis, mais attends, je suis déprimée, je lui raconte mon année et tout ça. J'avais des sous, hein, mais c'est pas ça que je voulais, tu vois. Mais j'étais vraiment... Mais une serpillière tellement j'étais découragée. Je me dis, écoute, de toute façon, nous sommes en octobre, je vais rentrer à la maison, mes parents me manquent, mes amis me manquent, chez moi me manquent et tout. Je n'ai pas besoin d'être là, je n'ai pas besoin de ça. Et il a dit, mais Christina, mais tu sais pourquoi tu n'as pas le boulot prestigieux que tu veux? J'ai dit, non, chérie. Mais parce que tes cheveux longs, c'est ringard, ma chérie. C'est pas possible. Ça te donne pas de style. T'es comme tout le monde. T'es madame tout le monde. Tu n'as pas ton identité. Tu n'as pas ta différence. T'es pareil que tout le monde. Comment veux-tu? Tu vois, il faut que tu aies un style à toi et que te montre la différence. Travailler ta singularité. Il faut que tu coupes tes cheveux courts. Et surtout pour une latina, chez nous, le symbole de la féminité, c'est les cheveux longs. Alors là, j'avais des beaux cheveux, moi. Hein. Des très beaux cheveux, épais, qui brillaient. J'étais fière de mes cheveux. Et je dis, tu sais quoi? Au point où on y est, chérie, coupons. Parce que au pire, ça repousse. Tu vois? Mais je trouve ça très audacieux, surtout chez une femme. Et il m'a coupé tout court. Mes cheveux, paf, de long à court, comme ça. Et quand je me suis vue,
Soledad, j'ai adoré. Ah, t'as adoré. J'ai adoré. Je me suis pas sentie bizarre, quoi, tu vois. Ok. Je me suis dit, comment ça se fait que j'ai jamais eu ça avant? Tu vois, j'étais beaucoup plus mise en valeur, à mon cou. Je sais pas, moi, j'ai adoré son côté, le côté pratique. Hein. Ouais. C'est très, très, très pratique. Et puis, j'ai dit, mais Marco, mais merci beaucoup, j'adore. Et puis, à l'époque, j'avais un boulot comme mannequin. Je faisais mannequin cabine pour une grande marque italienne, mais je faisais pas le défilé. Hein. Je voyais passer les mannequins. Mais j'étais là-bas juste pour essayer des vêtements, quoi, mes cheveux longs et tout ça. Et le lendemain matin, quand j'ai vu pour faire ma cabine, on me regarde, mais Christina, mais attends, tes cheveux, mais t'es superbe et tout et tout. Et le directeur artistique du défilé, c'est lui qui organisait le défilé, et le designer, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais Christina, on adore ta coupe de cheveux, est-ce que tu voudrais faire le défilé? Ah. Et là, j'ai dit, mais sans aucune hésitation, j'ai dit oui. Hein. J'ai dit, bah ouais, que Ça je ne fais. tient à rien. J'avais mon train pour venir à Paris. Ah. Et j'allais quand même essayer. Hein. C'était déjà prévu. Quand j'avais mes Donc cheveux là, t'as longs... quoi, 22 ans, t'es toute jeune. Oh, j'ai 21 ans. Toute jeune, bébé. Et du coup, je vais au défilé. Mon premier défilé ever dans un grand podium et tout ça. Donc, j'étais toute timide dans les défilés et tout ça. Et je rencontre une femme, une Brésilienne, dont c'était mon inspiration, mon idole. Et moi, je me suis dit, le jour que je vais être mannequin, je vais être comme elle. Parce qu'elle était mannequin? Elle s'appelait Betty Lago. Ok. Très connue à l'époque. Elle était égérie de Thierry Mugler. Elle était la couverture de ses livres. Égérie de Azina Laya, Saint-Laurent. Okay. Elle a fait le Vogue, la couve du Vogue, couve du Marie-Claire. Très connue. Dans les milieux du mannequinat, les gens savent très bien. Et c'était une femme qui t'inspirait? Une Brésilienne qui arrivait à ce point-là, pour moi, c'était un exemple, quoi. Et moi, je l'adorais. J'adorais sa personnalité et tout ça. Et je la connaissais très peu du Brésil, mais très peu, parce qu'elle a toujours été un peu hautaine comme ça, distante. Et je la rencontre dans ses défilés. Et je dis, alors Betty, ça va et tout. Elle était très gentille avec moi. Je lui raconte un peu mon périple. Et elle m'a dit, bon, bah, tu vas demain à Paris. Tu sais que j'allais arriver à 6 heures du matin. J'allais prendre le train, qui n'était même pas couchette, quoi. Le train de Milan à Paris, assise, tu vois, avec ma valise, tu vois, moi et ma valise. Et elle a dit, bah, tu viens chez moi. Et j'étais très copine de son mec de l'époque. Il t'ouvre la porte, Ricardo et tout ça. Tu prends une douche, tu laisses ta valise et tu vas voir les défilés, les agences. Et quand tu vas trouver une agence, si tu vas trouver une, eux, ils te mettent dans des appartements de mannequins. Okay. Et là, tu prends la valise. Je dis, OK, d'accord, merci beaucoup. Au lieu d'arriver avec ta valise dans les agences, quoi. C'est pas possible, parce que j'allais faire ça. Hein. Ouais. J'allais dans les agences avec ma valise. Déterminée. Pourquoi? C'est ça, la détermination. Et quand on veut, rien n'est compliqué. Et je suis allée donc dans la première agence dans laquelle elle m'a dit d'aller, que c'était son agence, et ils m'ont pris tout de suite. Et cette agente-là, elle m'a envoyé tout de suite, c'est comme c'était l'époque des défilés, elle m'a donné une liste énorme de castings à faire. Et c'est la première fois que je me suis sentie bien traitée, quoi. Tu vois, les gens, ils m'ont donné, tu vois, le Saint-Laurent à voir, Dior à voir, Chanel à voir, incroyable. Les Japonais, Yoji, la Moto, tout le monde, Kenzo et tout, j'avais une énorme... Alors qu'ils ne me donnaient même pas la liste. Ouais. Donc, je me suis traitée ici, on m'a traité comme un être humain. J'ai aussi le droit d'avoir... Si ça marche pas, ça va... Donc, j'étais plus considérée. Et c'est pour ça que j'adore la France, parce que la France m'a toujours ouvert le bras. Elle m'a donné de la chance. Après, c'est à moi de chercher, tu vois, ces clients-là, ça dépend de moi. Mais j'ai eu quand même... Tu vois, on m'a donné accès à ces gens-là. Et pendant toutes ces années, tu as été mannequin. Et quel genre de vie tu avais? Tu avais une vie... quel genre d'hygiène de vie tu avais quand tu étais mannequin? Rigoureuse ou... J'ai toujours été rigoureuse. Travailleuse? J'ai toujours très... Parce qu'on on a une image des mannequins des années 90, la fête. Mais non, je faisais la fête quand même. Parce que quand on a 20 ans, ma chérie, tu peux faire nuit blanche le lendemain, tout va bien. On est belle. On est belle, hein, c'est pas ça. Mais je ne faisais pas ça tous les jours. Je faisais ça les week-ends. Quand tu avais un événement, j'étais une fille qui me couchait
bateau, quoi, tu vois. Et je faisais très attention à ce que je mangeais parce que moi, je voulais être sur le poids. Je suis une Brésilienne, donc nous, on a la tendance d'avoir un corps un peu plus poulpeux. Donc, il fallait que je sois très rigoureuse dans ce que j'ai mangé pour être vraiment avec le poids idéal. Je m'en occupais de ma peau, je me coupais. Voilà, j'étais surtout concentrée. Très concentrée dans ce que je voulais. Donc, quand on est concentré, moi, ce que je veux, c'est me réveiller le lendemain fraîche, me maquiller et aller voir mes clients ou ne pas me maquiller pour aller travailler. Bon, enfin, bref. Tu as été heureuse en tant que mannequin? Ah, j'étais heureuse. Ah, bah oui, mais c'était mon rêve. Un rêve. Le rêve qui se réalise. Donc, je pouvais que être heureuse, quoi. J'étais heureuse. Les voyages qu'on faisait avec les filles, les tournées qu'on faisait. Non, c'était extra. J'ai des souvenirs incroyables, quoi. Vraiment, avec toutes ces filles-là. Bon, je travaille avec beaucoup de mannequins très connus. Bah, j'ai réussi à avoir vraiment le travail que je voulais. Je fais des photos pour le Elle, pour le Marie-Claire, pour le Vogue. Je défilais pour le Saint-Laurent, pour le Chanel. Je fais la pub pour les parfums de Saint-Laurent Paris, la pub mondiale. Tu vois, je réussis ce que je voulais, être une mannequin reconnue. Tu vois, un top modèle, tu vois, c'est ce que j'ai réussi. Et après, quand ma carrière est finie, à la fin des années 80, c'est pas que vraiment elle est finie, quand je commence à avoir moins de boulot, et ben, c'est quand j'ai connu le père de mon fils. Ok. Et c'était une jolie transition, parce que là, je tombe enceinte. Et tu deviens maman. Et je deviens maman. Quand on est mannequin, on est très seul. Et ma famille, on voyage beaucoup aussi. Ouais, et puis ma famille, elle était au Brésil. Ouais. Et le Brésil était loin. Et à l'époque, un billet pour aller au Brésil, c'était très cher. Et du coup, donc, j'ai pu me créer ma famille, tu vois. Et cette maternité, comment tu l'as vécue? Parce que les mannequins, on est toujours très obsédés par le corps et justement, devenir maman, la grossesse. Alors, moi, je n'étais pas du tout une personne qui voulait être maman à tout prix. Hein. Ça ne me passait pas par la tête. Je me suis dit, oui, je vais être maman. Ok. Mais il y a des filles qui veulent absolument être maman. Ouais. Toi, tu n'avais pas cette fibre. Non, j'avais une fibre. J'adore les enfants et tout ça. Je voulais être maman. Mais ça ne me passait pas par la tête à ce moment-là. Ok. Je connais des filles que tout ce qu'elles veulent dans la vie, c'est se marier, avoir des enfants. Ok. Tu vois, moi, je n'avais pas ça. Moi, le travail, ça passait avant tout. Ouais. Tu vois, et ma carrière de mannequin, ça passait avant tout. Et la liberté aussi, je te sens très libre. Ouais, mais je suis libre avec mon enfant aussi, mais le côté maternel, d'avoir une famille et tout ça, je n'y pensais pas. Au moment que je tombais enceinte, je n'étais pas encore là. Ok. Mais comme j'étais avec le père de mon fils depuis 3 ans, à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, on va avoir un enfant. Pourquoi pas? Et ça allait bien entre nous et tout ça. Mais moi, je tombais enceinte par hasard. C'était pas prévu, tu vois. Et puisque je tombais enceinte et que ça faisait 3 ans que j'étais avec lui, bon, alors on garde, mais c'était pas quelque chose de prévu. De prévu. Et qu'est-ce que ça a changé chez toi en tant que femme, justement? Je me suis occupée de ma famille. J'ai une parenthèse, un moment de parenthèse de... je sais pas, peut-être 8 ans, tu vois, 8 ans. Et tu rêvais à quoi à ce moment-là? Non, la parenthèse de boulot, de travail, je me suis occupée de mon fils. Est-ce que tu avais un rêve à ce moment-là? Est-ce que tu sentais venir cette célébrité? Non, pas du tout. Moi, là pour l'instant, j'étais concentrée à ma famille. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir une seconde vie à la télé. Je n'avais même pas imaginé d'être consultante en image, tu vois. Je venais d'être mannequin. Il fallait à un moment donné, il faut digérer, il faut prendre ton temps. J'avais un enfant, donc ma préoccupation, c'était mon fils, c'était tout nouveau. Je ne pensais pas à autre chose que ça. Après, comme j'ai toujours travaillé, au bout d'1 an, je me suis occupée de mon fils pendant 1 an, tu as envie de travailler, tu vois. Et moi, je me suis dit, je veux travailler dans la mode, mais le problème, c'est que je ne sais pas à quoi dans la mode. Et de toute façon, je ne connais rien du business. Et du coup, je travaillais dans un cabinet d'un Brésilien qui m'a tout expliqué d'import-export parce qu'il travaillait avec il faisait du commerce avec le Brésil, dans les vêtements, dans les blancs, tu sais, dans les serviettes, dans des choses comme ça. Et j'ai créé des collections avec lui. Il exportait du luxe. Bon, enfin, bref. Okay. J'ai bossé 1 an et il m'a vraiment expliqué beaucoup de choses du métier. Et au bout d'1 an,
je lance avec ma meilleure amie, qui était mannequin, aussi à mon époque, notre ligne d'accessoires des plages, que c'était des tongs brodés en perles de rocaille. Waouh. Que j'ai vachement... On a eu d'articles dans le Elle, on a eu d'articles dans le Vogue. Mais c'était très avant-gardiste. On parlera de ton émission éco-responsable. En perles de quoi tu as dit? En perles de perles, brodées en perles, tu sais. Magnifique. Alors que les tongs, c'était même pas la mode encore en Ouais, France, tu vois. c'est pour c'était ça. les années 95, 96, par là. Ouais. Et du coup... Donc j'ai tu lances vachement cette ligne. Ouais. Mais au bout d'un an, ou un an et demi, je n'ai pas aimé ce que j'étais en train de faire. J'aimais bien le côté Créatrice. créer, tu vois, et parler avec les clients, d'aller voir les bons marchés. J'ai vendu aux États-Unis et tout ça. Mais le côté après production, les pépins de production, les retages fabriqués en Inde, machin, et je sais pas quoi, il y a un mariage en Inde, alors ils arrêtent de bosser pendant je sais pas combien de semaines, alors ta production, tu vois, j'étais... Trop de fallait que stress. je me réveille au milieu de la... Trop de stress. Trop de stress. Et c'est là, donc là nous sommes déjà en 2004. 2000, Ouais. et c'est là que 2002, c'est là que je me suis dit, bon bah, que je découvre le métier de consultante en image, que je ne savais pas que ça existait. Donc tu as créé ton agence avant de te lancer à la télé finalement. Bien sûr, oui. Ok. Bien sûr, j'étais consultante en image, j'ai ouvert mon agence en 2002. Voilà, par là. Okay. Et j'ai commencé à travailler la technique par moi-même. C'est à l'époque commençait à avoir du Zara, du H&M et tout ça, tu sais, donc c'était plus facile. Plus accessible. Accessible à la mode. Et je me suis dit, on va démocratiser ça et aider les gens à être bien avec eux-mêmes parce que, tu imagines, c'est pas tout le monde qui sait se mettre en valeur, quoi. Et c'est là où tu as créé ton agence de conseil C'est en ça. image, dans laquelle tu nous reçois aujourd'hui, qui est Ouais. une agence qui s'adresse aux femmes et aux hommes. Mais quelle est ton intention? Parce que tu redonnes confiance en soi, aux gens. Tu es une véritable source d'inspiration. Mais derrière ça, il y a plus. Parce qu'il y a l'image, il y a une intention. On parlait de ta maman assistante sociale. Il y a quelque chose de très empathique et bienveillant. Quelle était ta volonté première quand tu as créé cette agence? De faire du bien aux femmes, quoi. De l'avoir... au début, quand je commençais à travailler, moi, j'étais complètement, et jusqu'aujourd'hui, complètement émerveillée de voir les hommes et les femmes devant le miroir. Ils sourient, ils sont contents de se voir comme ça. Mais Christina, je ne pouvais pas imaginer que cette coupe de cheveux me va. Je ne pouvais pas imaginer que j'ai des belles jambes. Je ne pouvais pas imaginer. Et ça reflète aussi ta propre histoire, parce que cette coupe de cheveux, elle a quand même été un déclic formidable. Et ça a changé ta vie. Ah oui, la coupe de cheveux, ça a changé. Un vêtement, un relooking peut transformer Alors, les vies. à savoir que tu sais que le consultant en image, tu vois, le problème, c'est que la télé, elle est venue après. Uh-huh. Et on a toujours travaillé avec des gens qui ont été vraiment dans les besoins. Et il y a eu un changement radical. Et quand on fait à la télé, bien sûr, on a besoin d'avoir un énorme avant et après. Okay. Mais c'est tout le monde a besoin de s'en occuper de mon image. J'ai besoin de m'en occuper de mon image. Toi, qui es belle, tu as besoin de s'occuper. Tout le monde. Ici, dans mon agence, je reçois des femmes qui sont très bien et que je dis, mais ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Ton style va bien. Tout. Ah, mais j'ai ras-le-bol. J'ai besoin d'un coup de frais. On a tous besoin, à un moment donné, d'un coup de frais. J'ai 30 ans. Je suis maman. Je suis plus une gamine de 20 ans. Je vais être un peu plus femme. J'ai 40 ans. Ouh là là, je vais pas prendre un coup de vieux. Je me sens super jeune. Je veux toujours habiller pareil. Je veux un coup de frais. On a tous ces questions-là. Donc, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup encore de tabous aujourd'hui, des gens qui pensent encore que c'est pour ceux qui sont vraiment à la ramasse. Alors qu'on a tous... Moi, quand je vais au Brésil, maintenant, j'ai plus ma copine Betty Lago, parce que cette femme qui t'a accueilli et qui t'a soutenu, cette Brésilienne, oui. Elle est devenue ma meilleure amie. Ok. Tu vois. Et j'adorais aller. Elle est décédée malheureusement. Et quand j'allais au Brésil, je restais chez elle. Et moi, quand je faisais du shopping avec elle, c'était super de l'écouter, quoi. Parce qu'elle disait, mais Christina, t'es trop parisienne, là, ça va pas, il faut secouer le coco, là, un peu sexy et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Tout le monde a besoin de ça. Nouveau look pour une nouvelle vie, magnifique Christina, la robe de ma vie et bien sûr les reines de shopping. Quand on est brésilienne et qu'on se lance à la télévision, est-ce que ton accent, ça a été un frein, un atout? Qu'est-ce qui a, d'après toi, fait ce succès incroyable? Alors, tu sais que mon accent a été un frein au départ.
C'est-à-dire que je n'étais pas choisie pour faire l'émission. Parce que quand j'ai ouvert mon agence, il y a la télé qui m'appelait. Ok. Tu vois? Et on va faire une émission et tout, genre une espèce de casting. Donc, c'est la télé qui est venue à toi. Ouais, ils ont vu mon site internet Ok. et ils ont dit on va faire une émission de relooking. Et ils m'ont filmé, machin et tout ça. Et moi, j'étais très à l'aise parce que moi, j'étais mannequin. Donc, moi, dès que je vois une caméra, je suis très bien à l'aise. Et je montre mon travail et tout ça. Et ils m'ont jamais rappelé. Je me suis dit, bon, ouais, tu sais, c'est comme les métiers des mannequins, ma chérie. Quand ils veulent de toi, ils te paient tout de suite. S'ils ne veulent pas de toi, ils ne vont même pas t'appeler pour dire merci beaucoup, tu n'as pas été retenu. Ok, Il n'y a pas cette hein. Et du coup, je dis, bon, je suis habituée, laisse tomber. Et puis, un mois après, on m'appelle. Bon, bah, Christina, tu sais, l'émission, ça va être la semaine prochaine et tout ça. Mais je dis, mais de quoi vous parlez? La semaine prochaine, mais je ne suis pas au courant. Ah, on ne vous a pas téléphoné, on ne vous a pas dit? Non, je ne suis pas au courant. Ah, bah, en fait, il y avait... la première émission s'appelait « J'ai décidé de changer de look ». Et du coup, c'était 5 consultantes en images et chacune avait un candidat. Mais une d'entre elles avait désisté et il y avait une nouvelle rédactrice en chef dans cette émission qui a dit « cours dans les rushs ». Et elle me trouve dans les rushs, elle a dit « Mais comment ça se fait que vous n'avez pas appelé cette fille ?» Parce qu'elle était nouvelle. Hein. Ok. Faut l'appeler. Et ils ont dit, bah, on n'a pas appelé à cause de son accent. Elle a dit, mais on s'en fout de son accent. Allez, donc du coup, j'étais repêchée. J'ai eu, là, c'est une chance. Hein. C'est une chance de l'univers. J'ai eu de la chance d'être repêchée. D'après toi, la chance, on la provoque ou elle existe Non, vraiment, la chance? il faut aller chercher ta chance. Mais il y a quand même des petits coups de l'univers parce que j'ai été repêchée par cette femme. Je ne connaissais pas cette femme. Donc, je ne connais ni d'Ève ni là-dedans. Elle était allée dans les rushs et elle a vu que mon travail était bien. Ton travail est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la morphologie, marquer sa taille quand on est un 8, le V, le H. Ouais, voilà, c'est formidable. Tu es solaire, authentique, naturel et tu as lancé des buzz incroyables comme le magnifique, ma chérie. D'où ça te vient d'ailleurs? C'est vraiment réel et spontané ou c'est réfléchi? Mais non! C'est pas réfléchi. C'est spontané parce que tu sais, magnifique. En Magnifique. français. Alors le I, je me suis dit Ike. Donc magnifique, tu vois. C'est d'ailleurs le nom de ta marque de cosmétiques. Voilà. Alors parle-nous de ta marque. Alors là, tu vois, tu m'as demandé au début de cette interview comment c'était mon rêve, quel était? En 2023, je suis en train de récolter tout mon travail. Parce que bon, mon travail de vouloir être mannequin, j'ai réussi, tu vois. Parce que je me suis investie. J'étais très concentrée, j'ai réussi à être mannequin. Mais bon, après, tu vois, je construis pendant 20 ans à la télé tout un métier incroyable et j'ai tellement côtoyé de maquilleurs, tu vois, parce que quand on est mannequin, on sait se maquiller, on apprend à se maquiller. Et tu adores le maquillage. Mais oui. Voilà. Avec le métier de consultante en image, j'ai lancé 8 livres. Tous les livres donnent des conseils maquillage. Donc, toutes mes émissions, ça fait 20 ans de télé. Donc ça, tous les jours, je suis avec des maquilleurs, dans lesquels je suis curieuse, dans lesquels je pose des questions, donc j'écoute, on les donne des conseils, donc j'écoute les conseils, j'apprends énormément. Donc du coup, je ne suis pas une maquilleuse, mais je me connais en maquillage. Et je trouve ça formidable, le maquillage. Et les gens me posent la question, pourquoi en ligne de maquillage plutôt que vêtements alors que c'est ton dada? Oui, la mode, c'est complètement mon dada. J'adore ça. Mais si j'ai fait des vêtements, ça ne va pas grand-chose me changer. Alors que le maquillage, ça me change parce que c'est un autre univers. C'est un autre univers, les développements des produits. Tu vois, c'est très compliqué. J'apprends énormément, donc ça me change. Ça me change je reste toujours dans mon domaine, mais ça me change. Et le maquillage, c'est la cerise sur les gâteaux dans le looking. Tu vois, donc on est toute belle, coiffée, habillée, mais un minimum de maquillage, ça va encore t'embellir. C'est pas que je n'aime pas le no make-up, hein, j'aime beaucoup, mais le maquillage, ça porte toujours. Et j'ai tellement côtoyé des femmes, depuis 20 ans, que je sais exactement ce qu'elles ont besoin en termes de maquillage, parce qu'elles me disent toutes la même chose. Christina, je n'ai pas le temps de faire comme les influenceuses, rester une heure devant Internet. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu vois, c'est des femmes qui travaillent, qui sont dynamiques, qui ont des enfants. Elles n'ont pas le temps, quoi, tu vois. Donc, je voulais un maquillage qui soit efficace, facile à appliquer, qui apporte du soin.
avec des articles brésiliens, des ingrédients brésiliens. Alors, ça m'intéresse. Beurre de coupoissou, Ok. tu vois, de la vitamine D, il y a des acérola, il y a du jojoba, il y a plein de choses qu'on travaille dans les formules et pas des doses marketing, hein. C'est une vraie dose vraiment pour t'apporter un soin, mais ça ne remplace pas ta crème hydratante, hein, Ok. mais ça t'apporte quand même du soin. Et je voulais quelque chose aussi qui a à voir avec mon métier. Mon métier, c'est quoi? C'est coacher les gens, c'est expliquer comment être au mieux d'elle-même. Donc, quand on va sur les sites internet de Magnifique, il y a plein de tutos avec mes maquilleurs ou avec moi-même ou avec de mannequins pour expliquer à se maquiller. De mannequins, non, des femmes normales comme toi, moi, comme tout le monde, qu'on se maquille. On montre avec mes maquilleurs se maquiller en 15 minutes. En Donc, 15 minutes. Comment aller pour travailler? J'ai utilisé les lunettes, comment maquiller si je porte des lunettes. J'ai le week-end, en maquillage nude pour le week-end. Donc, ça s'appelle, c'est magnifique, mais le hashtag, c'est beauty coaching. Beauty parce coaching. qu'on va coacher la femme à être la meilleure version d'elle-même. Et c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tous les âges, pour toutes les carnations, pour les hommes, pour les ça femmes. m'intéresse parce que tu as conscience que les femmes de 80 ans, les femmes de 50 ans, les jeunes filles de 20 ans s'identifient à toi et te suivent. Comment tu l'expliques ça? Elles te suivent toutes. Tu concernes toutes les générations. Ah écoutez, j'ai beaucoup de chance, hein, parce que aussi mes émissions, les Reines du Shopping, ça fait 10 ans, hein, ça passait à 17h. Donc, c'était quand le jeune rentrait de l'école. Donc, les mamans regardaient, les grand-mères regardaient, tu vois. Mais on s'identifie à toi. C'est ça qui est intéressant. Mais peut-être parce que je parle avec tout le monde. Mais peut-être c'est la générosité, C'est la générosité. je pense. Dès le 25 septembre, tu as une nouvelle émission Ouais. qui s'adapte encore une fois aux nouvelles tendances en mode éco-responsable. Comment s'appelle l'émission? Elle s'appelle Dressing Challenge. Et c'est une émission qui c'est pas une émission qui s'adapte à la tendance, c'est une émission qui s'adapte aux besoins. Ok. Parce que vous voyez la canicule qu'on vient de passer, Mhm. la catastrophe au Maroc, les inondations là Dans c'est le l'horrible. nord de l'Espagne. Voilà, mais c'est une catastrophe partout. Donc ça, c'est le réchauffement de la planète. Donc et la mode, c'est très 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 polluant. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut tout le monde doit, parce que les gens ils savent, mais pas tout le monde sait. Et malheureusement, les gens te disent je sais, c'est pas bien, mais je consomme chez Shine sans critiquer, mais c'est Mais c'est ça, compliqué. mais je ça, sais, mais c'est fait c'est- par des mais c'est petits ce que je Chinois, veux. machin. Mais je- Et les gens achètent parce que ça coûte 6 euros. Mais c'est ce que je veux. Alors, comment se Mais responsabiliser? moi, j'ai vu une fille qui a acheté, je sais plus moi combien, elle a acheté pour 500 euros une boîte chez Shine. Je sais pas combien, 80 pièces dedans. On a fait les calculs, ça coûtait 7 euros la pièce. C'est pas possible. Je dis, ma chérie, ça là, Ça c'est pollue. du pur plastique. Uh-huh. Je vais te dire, quand tu mets cette plastique-là dans la machine, la machine, quand elle lave, bien évidemment, tu sais, ça sort de peluche. C'est Ouais. normal, on a besoin de nettoyer la machine. Mais sauf que ce n'est pas des peluches, c'est des bouts de plastique. Ces petits bouts de plastique, elles rentrent dans les tuyaux. Ces tuyaux-là, à ton avis, elle va tomber où? Dans la mer à la fin. Absolument. Et qui va manger ce plastique-là, à ton avis? C'est le poisson. Et c'est nous Et après. voilà. Tu sais qu'on mange. J'ai appris énormément dans cette émission. Hein. Ce que j'aime entendre, énormément. quand on t'entend, tu es très curieuse et tu veux toujours apprendre. Oui, ma chérie, j'ai appris, on est conscient, mais j'ai appris énormément. Tu sais que nous, si vous mangez du poisson tous les jours, que c'est mon cas, tu manges la quantité d'une carte bleue en plastique. Ok. Parce que le poisson, il est du plastique. Donc, plus fabrique, plus ça pollue. Ça enlève ça envoie des gaz qui chauffent la planète. Plus il fabrique, plus il y a des avions qui viennent avec des vêtements. Tu vois? Et donc, ça, c'est un truc sans fin. Et donc, plus tu fais les gens fabriquer, plus tu pollues. Alors que si tu as un dressing déjà, parce que ces filles-là, elles avaient le dressing intoxiqué. C'est-à-dire que, ma chérie,
plein à craquer. Ok. Plein. Moi, je n'ai pas un dressing comme ça, quoi. Plein à craquer. Et tout, il y a ça, beaucoup de femmes aussi. On a des vêtements parfois qu'on n'a jamais mis, Ouais. avec les étiquettes et tout ça, je t'en passe. Hein. Mais elles avaient, genre, elles envahissaient Et la qu'est-ce chambre qu'on des va enfants. apprendre alors dans cette Eh bien, émission? ça va pas. Ça va pas. Donc, on va nettoyer ta garde-robe parce qu'il y a Ok. des vêtements qui ne te vont pas, des vêtements qui sont plus ta taille, des vêtements que tu as achetés juste pour acheter pour les plaisirs de boîte, donc ça ne te va pas. Mauvaise qualité, des choses de mauvaise qualité. Donc, il faut savoir apprendre à garder ce qui est essentiel pour toi, des pièces qui sont importantes et de bonne qualité, et des pièces qui te vont, bien sûr. Et ce qui ne te va pas, quand c'était très mauvaise qualité, on ne mettait même pas en vente, hein, tu vois. Mais il y avait beaucoup de choses, mais énormément de choses, mais vraiment, tu vois, 70% de sa garde-robe, on mettait en vente. Okay. Et avec cet argent, je vais te racheter en seconde main. Parce qu'en seconde main, tu peux trouver de la qualité. Parce qu'on n'a pas peut-être le moyen d'acheter neuf de qualité. Du cachemire ou du cuir. Mais là, le cuir, la cachemire, tu peux acheter des qualités en seconde main. Christine, tu as un souci d'éthique dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, si c'est pensé ou réfléchi, mais que ce soit dans ta ligne de cosmétiques ou dans ton agence de conseil qui révèle les femmes et cette nouvelle émission. Tu parles d'hygiène de vie. Tu parles de ton âge sans tabou, ce qui est un soulagement pour nous toutes qui allons dépasser les 50 ans. Tu partages tes secrets de beauté. Tu fais beaucoup de yoga, la chirurgie esthétique. Parfois, tu dis même que tu as peur de la mort. J'ai entendu ça. Tu peux nous dire un mot à ce sujet? Bah oui, hein, parce que bon, moi plus jeune, j'avais pas peur de la mort. Hein. Mais plus on avance en âge, plus on voit que la vie est courte et qu'on voit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de choses à faire. Moi, je n'ai pas envie de mourir, quoi. C'est-à-dire, donc voilà, donc j'essaie de m'en occuper de ma santé, de ce que je mange, de ce que je... Ma ligne de maquillage, par exemple, c'est un maquillage qui est clean, vegan, qui fait du bien. J'essaie de faire que du bien. Tu es éthique. Voilà. Et aussi éthique qu'authentique. Et tu n'hésites pas à soutenir le lavage de la Madeleine 100% brésilien aux côtés de Roberto Chavez. Quel conseil tu donnerais à tous ceux qui rêvent et qui pensent que c'est inaccessible de devenir mannequin, de devenir animatrice? En 2 mots. Ah, mais en 2 mots, c'est que c'est possible. Il faut persévérer, il faut faire tout pour arriver. Il faut vraiment... La clé, c'est bosser dur, persévérer, ne pas se décourager. Ça, c'est la clé. Et qu'est-ce que tu dirais se concentrer, bien évidemment, à son objectif. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui est en toi, Cristina Cordula? Bah, moi, j'aurais dit à la petite fille, je dis, bah, bravo, ma chérie, t'as quand même réussi un bout de chemin pas mal. Hein. Merci, Cristina. Merci, ma chérie. À bientôt. À bientôt.